J'ai déjà dit que les partisans du déterminisme naturel nous ont déjà démontré que la liberté est une illusion. Les théoriciens du contrat social nous ont déjà démontré que la liberté est une illusion parce que l'homme, dans une société, il est obligé de respecter les normes sociales. Dans un État, il est obligé de respecter les lois de l'État. Donc l'homme ne peut pas avoir la liberté dans la société. L'homme ne peut pas avoir la liberté dans l'État. Mais il y a la conception des fatalistes. Qu'est-ce que le fatalisme? Le fatalisme est une doctrine qui renvoie tout au destin. L'homme est esclave de son destin. Pour les fatalistes, l'homme n'est pas libre parce que l'homme n'a pas la capacité d'avoir des explications par rapport à ce que lui réserve le destin. Comme que l'homme n'a aucune explication par rapport à ce que lui réserve le destin, dire que l'homme a la liberté, c'est ignorer que l'homme il est un aveugle, conduit à son insu par le destin, parce qu'il est esclave de son destin. Et on a l'exemple de donner l'exemple de Oedipe. Qu'est-ce qui est arrivé à Oedipe? Il a tué son papa. Il a épousé sa maman. Pourquoi Oedipe a tué son papa et épousé sa maman? Parce que Oedipe a été fondamentalement jeté par ses parents, récupéré par le roi. En étant récupéré par le roi, au décès du roi, Oedipe devrait incarner le trône. En incarnant le trône, un jour, il croyait de manière malencontreusement qu'il avait perdu ses deux parents. Parce qu'il a été jeté, il a été récupéré par le roi. Et à la disparition du roi, Oedipe devrait fondamentalement incarner l'héritage. En incarnant l'héritage, Oedipe se dit, un jour, il a discuté avec un vieillard. La discussion était extrêmement profonde. Et comme qu'il incarnait la royauté, Oedipe a tué le vieillard. Alors que ce vieillard-là, c'était son papa. Un jour, Oedipe a décidé de se marier. Et en décidant de se marier, Oedipe dit quoi? Moi, je ne veux pas avoir une femme qui a le même âge que moi. Je veux me marier à quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que moi. Oedipe, il trouve sur son chemin une vieille dame. Et cette vieille dame-là, c'était sa maman. Il l'a épousée. Et l'explication qu'il faudrait avoir, c'est quoi? Ce qui est arrivé à Oedipe, c'est quoi? Est-ce que Oedipe l'a voulu délibérément? Il ne l'a pas voulu délibérément. Parce que s'il a épousé sa maman, s'il a tué son papa, c'est parce que Oedipe a été trompé par le destin. Parce qu'il était esclave de son destin. Et dès l'instant que nous sommes esclaves de notre destin, on ne peut pas fondamentalement se gargariser d'avoir la liberté. La liberté devient illusoire. Donc dans un premier temps, il faudrait comprendre que la liberté, autant elle est considérée dans un premier temps comme une réalité chez l'homme, à travers la conception de Sartre, à travers la conception de Descartes, elle est considérée a posteriori comme une illusion. Dans l'entendement des théoriciens du déterminisme naturel, des théoriciens du contrat social, dans l'entendement des fatalistes, mais aussi dans l'entendement d'Emmanuel Kant. Quand il dit que la liberté est une illusion, on a dit à Kant, pourquoi dites-vous que la liberté est une illusion? Quand il dit que, même dans la même perspective que Rousseau, il y a une seule condition pour avoir la liberté. Quelle est la seule condition pour avoir la liberté? Quand il dit quoi? Pour avoir la liberté, il faut accomplir son devoir par devoir. Et quand il dit que pour avoir la liberté, il faut accomplir son devoir par devoir, cela voudrait dire quoi? La liberté repose sur l'obéissance. La liberté repose sur la capacité qu'a la personne d'accepter ce qui est acceptable et de rejeter ce qui est rejetable. Il dit accepter son devoir par devoir. Et il dit que la morale aussi constitue une agression pour la liberté. Parce que, est-ce que j'ai la capacité de faire les choses comme bon me semble? Quand Emmanuel Kant il dit quoi? Avant d'agir, la personne doit fondamentalement interroger sa morale. Est-ce que l'acte que je dois commettre là n'a pas des conséquences terribles? Je dois interroger ma morale pour que ma morale puisse me donner un aperçu par rapport aux conséquences de mon acte. Donc il dit quoi? La morale fait partie des obstacles à la liberté. Et de ce point de vue-là, l'homme il est défini à travers la liberté. Mais au-delà du fait que l'homme est défini à travers la liberté, l'homme est-il défini à travers l'État? L'homme est-il défini à travers l'État? Qu'est-ce que l'État? Est-elle une personne? Oui, elle est une personne. Mais une personne morale de droit privé. Oui, elle est une personne, mais elle n'est pas une personne physique. Oui, elle est une personne, mais elle est une personne dans l'imaginaire. Il y a un juriste qu'on appelle Gaston Gage. Il disait quoi? L'État est une imagination juridique. L'État est une fiction juridique. On n'a jamais déjeuné avec l'État. Personne n'a jamais déjeuné avec l'État. Et pourtant, sa présence est sensible dans la vie de tous les jours. Tout le monde parle de l'État. Et pourtant, il n'a pas une existence physique.
il a une existence virtuelle. De ce point de vue-là, lorsqu'on a dit est-ce que l'État est une personne, lui, elle est une personne, mais on dit, nous les juristes, une personne morale de droit public. Il n'est pas une personne morale de droit privé. On dit que le président de la République, il n'est pas l'État, il incarne l'État. Cela veut dire quoi? Il incarne l'État pour une durée bien déterminée. Et je me remémore de la belle phrase de notre professeur de philosophie en classe de terminale. Il disait quoi? L'État est un artifice, une construction indépendante de ceux qui l'ont créé et de ceux qui l'incarnent. Il dit l'État est un artifice, une construction qui est fondamentalement en parfait déphasage avec ceux qui l'incarnent et ceux qui l'ont créé. Cela veut dire quoi? L'État est là en tant que pouvoir politique, incarné par un homme pour une durée bien déterminée. Une fois maintenant qu'on s'est rendu compte que l'État n'a pas une existence physique, l'État est une fiction juridique, l'État est une imagination juridique, l'État c'est une absurdité juridique, il faudrait maintenant qu'on ait une idée par rapport à sa définition. Et bien avant sa définition, j'aurais préféré qu'on puisse analyser l'origine de l'État. Où est né l'État? Sur la question de l'origine de l'État, nous avons fondamentalement 4 thèses opposées. Nous avons la thèse des théoriciens du contrat social. Très bien. Nous avons la thèse des théoriciens du contrat social. Nous avons la thèse des théocrates. Nous avons la thèse d'Aristote. Nous avons la thèse d'Ibn Khaldun. Où est né l'État? Qu'est-ce qui a favorisé la naissance de l'État? Rousseau, il dit oui, l'État est né du contrat social. Autant j'avais dit que la société, elle est née du contrat social, je vais aussi repréciser ma pensée. L'État il est né du contrat social. Et quand Rousseau dit que l'État est né du contrat social, Rousseau, il dit quoi? C'est le contrat social qui a aussi abouti à la création de cette entité politique qu'on appelle l'État. Donc l'État, elle est créée par la volonté de l'homme. C'est l'homme qui a créé l'État. Aristote, il dit non, ce n'est pas l'homme qui a créé l'État, mais l'État s'inscrit aussi du processus irréversible. Parce qu'Aristote, il disait quoi? La société, elle est née d'un processus irréversible d'évolution sociale, marqué par la famille, le quartier, le village, la ville, la société. Aristote, il dit quoi? Je vais ajouter les. C'est ce processus-là qui a aussi conduit à l'évolution de l'État. Donc l'État n'est pas créé par un contrat social. L'État s'inscrit dans le cadre naturel. On a dit aux théocrates, où est né l'État? Qu'est-ce qui a favorisé la mise en œuvre de cet artifice politique qu'on appelle l'État? Les théocrates, ils disent quoi? Ils ont fondamentalement établi la thèse de l'origine religieuse. Cela veut dire quoi? Pour les théocrates, l'État a une origine divine. Saint Paul, il dit quoi? L'État est créé par Dieu. Et celui qui incarne l'État, il est le représentant de Dieu sur terre. L'État est institué par Dieu. Et celui qui incarne l'État, il est le représentant de Dieu sur terre. De ce point de vue-là, les théocrates ont apporté la conception théologique de l'État, la conception divine de l'État. En dernier lieu, nous avons fondamentalement la conception de Ibn Khaldun. Où est né l'État? Ibn Khaldun, il a donné la plus belle origine de l'État. Khaldun, il dit, la réunion des hommes en société est accomplie. Il dit, lorsque les gens se sont rendus compte que dans la société, lorsque les gens se sont rendus compte que dans la société, il y avait fondamentalement une injustice, il y avait une ignominie galopante, une insécurité galopante, ils se sont dit quoi? Mais est-ce que nous devrons continuer de vivre dans la société alors qu'on s'est rendu compte que la société est incapable de garantir notre liberté? On a créé la société en ayant bon espoir que la société allait nous procurer la liberté, mais on s'est rendu compte que la société a aggravé le mal. Et comme que la société a aggravé le mal, il faudrait qu'on tienne une nouvelle réunion. Ibn Khaldun, il dit que la réunion des hommes en société est accomplie. Quelle est la décision prise dans cette réunion-là? Il dit, il est nécessaire qu'un pouvoir les tienne, les contienne et les maintienne. Pourquoi un pouvoir devrait les contenir, les retenir et les maintenir? Il dit, car l'homme en tant qu'animal est doué par nature à l'agressivité et à l'injustice. L'homme s'est livré à lui-même, c'est quelqu'un qui sait faire l'injustice. L'homme s'est livré à lui-même, c'est quelqu'un qui sait faire l'illégalité. Et pour corriger cette injustice, pour corriger cette illégalité, il faudrait fondamentalement créer cette belle forme d'organisation politique qu'on appelle l'État. Qu'est-ce que l'État? On dit que l'État est un ensemble d'institutions. L'État est un ensemble d'institutions administratives, économiques, juridiques, politiques et sociales, qui exercent une autorité sur une communauté humaine à l'intérieur d'un territoire bien déterminé. L'État, il fait preuve de banditisme.
L'État, c'est un bandit. Pourquoi je considère l'État comme un bandit? Parce que l'État est une entité qui a deux visages. L'État est une entité qui a deux facettes. L'État, il dit, moi l'État, je suis un ensemble d'institutions. Le peuple applaudit en disant que, comme que l'État est un ensemble d'institutions, nous serons fondamentalement rassasiés. Parce que l'État, quand il est un ensemble d'institutions, il va satisfaire nos préoccupations d'ordre administratif. Il va satisfaire nos préoccupations d'ordre économique. Il va satisfaire nos préoccupations d'ordre politique. Parce que l'État, il commence en disant quoi? Moi, l'État, je suis un ensemble d'institutions administratives, économiques, juridiques, politiques. Ça, c'est le premier visage. Mais l'État, il nous trompe en disant quoi? Mais attention, j'exerce une autorité sur une communauté humaine. Mais l'État est paradoxal. L'État est ambigu. L'État est hybride. Parce qu'autant il nous dit, je suis là pour le bien. Derrière ce bien-là, l'État, il cache un autre visage. Où il est là fondamentalement pour exercer la répression. L'État est-il important? Rousseau, il dit, mais ça, c'est une question sotte. Rousseau, il dit que ça, c'est une question impertinente. Rousseau, il dit quoi? Imaginez une seule seconde sans l'État. Imaginez une seule seconde sans l'État. On a dit à Jean-Jacques Rousseau, mais qu'est-ce qui pourrait arriver si une seule seconde il n'y a pas d'État? Rousseau, il dit quoi? Vous allez vous rendre compte que les hommes vont retourner dans l'État de là. Donc l'État est plus qu'avantageux. Il ne faut pas discourir sur son importance. L'État est plus qu'important parce que l'État est là pour apporter à l'homme l'ensemble des moyens pour fondamentalement avoir la liberté. L'État est là à travers ses pouvoirs. L'État est là à travers ses institutions pour apporter des solutions définitives à nos préoccupations. Donc dans l'entendement de Rousseau, l'État est important et l'État est là pour pourvoir la liberté. L'État est là pour faciliter la liberté. Sans l'État, la liberté devient impossible. Mais il faudrait comprendre que, au-delà de la conception de Rousseau, qui nous dit que l'État est plus qu'important, parce que l'État est vecteur de liberté. L'État est facilitateur de la liberté. Sans l'État, la liberté devient illusoire. Parce que sans l'État, c'est fondamentalement l'état de nature. Il y a aussi la conception d'un autre philosophe qu'on appelle Baruch de Spinoza. Est-ce qu'on a créé l'État pour vous déshumaniser? Est-ce qu'on a créé l'État pour porter atteinte à votre liberté? Baruch de Spinoza, il dit non. On n'a pas créé l'État pour vous déshumaniser. On n'a pas créé l'État pour enfreindre votre liberté. On a créé l'État pour renforcer les conditions de votre liberté. Spinoza, il dit, le but final de l'instauration d'un régime politique, c'est Baruch de Spinoza qui parle. Le but final de l'instauration d'un régime politique n'est pas la domination ni la répression. Il dit, on n'a pas créé l'État pour vous dominer. On n'a pas créé l'État pour exercer la répression. Il dit, le but poursuivi ne saurait être de transformer des hommes raisonnables en bêtes ou en auto. On ne crée pas l'État pour vous transformer en bête, on ne crée pas l'État pour vous transformer en automate, mais on crée l'État pour faciliter les conditions de votre vie. Donc on puisse en déduire que l'État est la condition sine qua non de notre liberté. Et il y a fondamentalement la conception de Lénine. Vous connaissez Lénine? Lénine, il dit que point d'État, point de liberté. Point de liberté, point d'État. Cela voudrait dire quoi? L'État est la seule entité politique capable d'aménager aux citoyens la liberté. Sans l'État, la liberté devient illusoire. Parce que sans l'État, ce serait fondamentalement le règne de l'anarchie. Sans l'État, ce serait fondamentalement le gouvernement de la rue. Sans l'État, ce serait une insécurité galopante. Et pour mettre fin, pour éradiquer une telle insécurité galopante, il faudrait instituer un pouvoir politique qu'on appelle l'État, pour qu'il puisse avoir la capacité, à travers ses pouvoirs, à travers ses institutions, à travers son organisation particulière, d'avoir la capacité d'élargir le champ d'intervention de la société. Parce que l'État est là pour renforcer fondamentalement les pouvoirs de la société. Donc l'État est considéré dans un premier temps comme une entité politique capable d'aménager aux citoyens la liberté. Mais Nietzsche, il dit attention, il ne faut pas rêver debout. Il ne faut pas fondamentalement être des vendeurs d'illusions. Nietzsche, il dit, si l'État est là pour vous dire qu'il est pour vous, il ne faut pas se tromper de priorité. L'État est loin d'être une entité politique capable d'apporter des solutions à vos préoccupations. On a dit à Nietzsche, vous voulez dire que l'État n'est pas important? Nietzsche, il dit que l'État n'est pas important. L'État n'a jamais été important. On a dit à Nietzsche, mais pourquoi l'État n'est pas important? Dans son ouvrage intitulé Ainsi parlait Zarathustra. Dans son ouvrage intitulé Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche il dit, si vous croyez que l'État est important, c'est parce que vous êtes en train de dormir sur vos lauriers. Et il ne faut pas dormir sur ces lauriers. Pourquoi il ne faut pas dormir sur ces lauriers? Nietzsche il dit quoi? L'État est le plus froid des monstres froids. Il ment froidement de sa bouche suinte. Et voici le mensonge qui s'échappe de sa bouche.
moi l'État, je suis le peuple. Monsieur Dera, tout ce qu'il vous dit, il ment, tout ce qu'il a, il l'a volé. Il dit l'État, tout ce qu'il vous dit, il ment, c'est des promesses qu'il ne tiendra à jamais. Mais tout ce qu'il a, il l'a volé. C'est l'argent du contribuable qu'on vole. Parce que l'État n'est pas là pour vous. L'État est là pour enrichir une minorité et pour appauvrir une majorité. Donc dans l'entendement de l'État n'est pas important. L'État n'est pas important. Est-ce que l'État est important? Karl Marx, il dit non. Si Rousseau vous dit que l'État est important, c'est parce que Rousseau n'a pas compris que dans toute société humaine, il y a eu un antagonisme entre deux classes sociales. Dans toute société humaine, il y a eu un antagonisme, une opposition entre deux classes sociales. Une classe des gouvernants, une classe des gouvernés. Une classe des exploitants, une classe des exploités. Une classe des dominants, une classe des dominés. Karl Marx, il dit quoi? De quel côté est l'État? Karl Marx, il dit quoi? Au service exclusif des intérêts de la classe dominée. Il dit les intérêts de l'État se confondent avec les intérêts de ceux qui gouvernent. Quand est-ce que les hommes seront libres? Karl Marx, il dit quoi? Lorsque l'État va dépérir. Lorsque l'État va dépérir. Karl Marx, il dit que tant qu'il y a l'État, il n'y a pas de liberté. Parce que l'État est là pour fondamentalement agrandir, pour accroître les inégalités sociales. Parce qu'il y a des gouvernants, il y a des gouvernés. Il y a des dominants, il y a des dominés. Il y a des exploitants, il y a des exploités. Et Karl Marx, il pose la question, de quel côté est l'État? Karl Marx, il répond en disant, l'État est au service exclusif des intérêts de la classe dominante. Les intérêts de l'État se confondent avec les intérêts de ceux qui gouvernent. Quand est-ce que les hommes seront libres? Karl Marx, il dit quoi? Lorsque l'État va disparaître. Dès l'instant que l'État disparaît, vous aurez la liberté. Mais tant qu'il y a l'État, l'État est là pour enrichir une minorité. Il est là pour appauvrir une majorité. Donc l'État est là pour cultiver les inégalités sociales. L'État est là pour porter atteinte à votre liberté. Est-ce que l'État est important? Bakhounine, il dit non. L'État n'est pas important. Parce que l'État est un demu, comme en Wolof. Bakhounine, il dit que l'État est un demu. Parce que Bakhounine, il dit, c'est un anarchiste. Il dit, l'État est un monstre dévorant qui se nourrit de sacrifices humains. Et quand Bakhounine dit, l'État est un monstre dévorant qui se nourrit de sacrifices humains, il dit quoi? L'État, c'est l'immolation de l'individu. L'État, c'est la négation de la liberté. L'État, il vous dit, je suis là pour la démocratie, je suis là pour le peuple. Si vous avez des choses à dire, il faut aller manifester. Vous avez le droit de manifester. Bakhounine, il dit, attention, si vous sortez pour manifester, l'État est là pour vous donner des grenades lacrymogènes. L'État, il vous dit quoi? Si vous avez des préoccupations, il faudrait fondamentalement les soumettre. Bakhounine, il dit quoi? L'État est là pour exercer la violence. L'État est là pour exercer la contrainte, même si cette violence-là, elle pourrait se légitimer. Pourquoi la violence de l'État pourrait se légitimer? Rappelez-vous la belle conception de Thomas Hobbes dans son ouvrage intitulé Le Léviathan. Thomas Hobbes, il dit quoi? L'État doit être fort. L'État ne doit pas être faible. L'État ne doit pas se mesurer aux citoyens. L'État doit incarner la grandeur. L'État ne doit pas faire preuve de mollesse. L'État doit incarner la force. Il dit quoi? L'État doit être comme le Léviathan. C'est-à-dire un monstre marin suffisamment puissant et au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire l'État doit incarner la violence. L'État doit être violent, mais cette violence de l'État-là, même si elle n'est pas légale, mais elle est légitime, pour ceux qui ne comprennent pas la différence entre la légitimité et la légalité. Il y a aussi la conception de Max Weber, le philosophe allemand, la philosophie weberienne. Max Weber, il dit quoi? L'État a le monopole de la violence physique légitime. Il dit l'État a le monopole de la violence physique légitime. Il a fait une oxymore. Une violence légitime. Comment une violence peut être légitime? Mais il dit l'État a le monopole de la violence physique légitime. Il dit quoi? Même si l'État exerce la violence, même si ce n'est pas légal, mais c'est légitime, parce que l'État ne doit pas fondamentalement baisser la culotte. Si l'État baisse la culotte, ce serait fondamentalement l'anarchie. Donc l'État doit incarner la grandeur. Et de ce point de vue-là, il y a beaucoup de gens qui nous disent quoi? L'État n'est pas là pour nous, mais l'État est là pour nier la liberté. L'État, c'est une négation de la liberté. Et en dernier lieu, il y a la conception de Sigmund Freud. Freud, il dit quoi? L'État n'est pas important, parce que l'État, c'est un usurpateur. L'État est là pour voler l'argent du contribuable. De ce point de vue-là, lorsqu'on a posé la question de l'importance de l'État, en tant qu'entité politique, capable de nous donner la liberté, Rousseau, il dit que l'État est la condition de la liberté. Baruch Spinoza, il dit que l'État est la condition de la liberté. Il y a Lénine qui dit que l'État est la condition de la liberté. Mais aussi il y a la conception d'un très grand philosophe, Charles de Secondat, de Baron de Brest et de Montesquieu. Montesquieu, il dit que, le philosophe français du XVIIIe siècle, Montesquieu, il dit que
La présence de l'État est plus valeureuse que son absence. Parce que sans l'État, je suis d'accord avec Rousseau, ce serait fondamentalement l'ignominie, ce serait le règne de l'ignominie, ce serait le règne de la violence. Donc l'État est incontournable pour la liberté. Mais il faut comprendre que, contrairement à ces philosophes-là qui ont soutenu l'histoire laquelle l'État est là pour la liberté, il y a des philosophes qui ont démontré que l'État n'est pas là pour la liberté, mais l'État est là comme un obstacle, comme une entrave, comme fondamentalement une restriction de notre liberté. Une fois maintenant qu'on a une idée, par rapport à l'importance de l'État, à son utilité, il faudrait comprendre aussi qu'il y a Paul Valéry qui a fait la synthèse. L'État est-il important? Il dit oui, l'État est important et même l'État doit incarner fondamentalement la force. Paul Valéry il dit si l'État est fort, continuez, il nous écrase. Si l'État est faible, nous périssons. Valéry il dit si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons. Cela veut dire quoi? Quelle que soit la situation, c'est le citoyen qui va payer, c'est le citoyen qui va périr. De ce point de vue-là, il incombe aux citoyens l'obligation de respecter la loi en tant qu'expression de la volonté générale pour avoir la liberté. Donc la solution de Rousseau me semble être la solution la plus opportune. La solution de Rousseau me semble être la solution la plus pérenne. Il dit quoi? Pour être libre, il faut respecter la loi en tant qu'expression de la volonté générale. Mais on ne saurait entreprendre une réflexion sur l'État si on n'a pas une idée par rapport à ces différentes formes. Quelles sont les différentes formes d'État? À ne pas confondre aux différentes idéologies politiques. Parce qu'il y a ceux qui confondent forme d'État et idéologie politique. La démocratie, c'est une forme d'État. La dictature, c'est une forme d'État. Même si c'est une forme d'État médiocre. L'oligarchie, c'est une forme d'État. L'aristocratie, c'est une forme d'État. La monarchie, c'est une forme d'État. C'est ce qu'on appelle les formes d'État. Ce qu'on appelle les idéologies politiques, c'est quoi? Par exemple, le socialisme, le libéralisme, le communisme. Ça, c'est des idéologies politiques. Ce ne sont pas des formes d'État. Parmi les formes d'État, nous avons la démocratie, la dictature, l'oligarchie, le despotisme, le népotisme, la monarchie, l'aristocratie, la protocratie. Qu'est-ce que la démocratie? La démocratie, elle vient du grec démonstratein. La démocratie, elle vient du grec démonstratein, qui signifie la voix du peuple. Et quand on dit que la démocratie, elle vient du grec démonstratein, qui signifie la voix du peuple, cela voudrait dire quoi? Dans une démocratie, nous disons Jean Rousseau, seul le peuple est souverain, seul le peuple est souverain, seul le peuple est détenteur de la souveraineté. Et rappelez-vous la belle définition d'Abraham Lincoln. Il dit que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et quand Abraham Lincoln disait que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, cela voudrait dire quoi? Dans une démocratie, c'est le peuple qui a le dernier mot. Dans une démocratie, c'est le peuple qui doit incarner la souveraineté. Dans une démocratie, c'est le peuple est légitime. Les gouvernants doivent fondamentalement être en mesure d'apporter des solutions aux préoccupations des gouvernants. C'est l'intérêt du peuple qui doit être privilégié. Mais la question qu'il faudrait poser, c'est quoi? Comme la philosophie, c'est de l'actualité. Est-ce qu'au Sénégal, nous avons la démocratie? Est-ce qu'au Sénégal, nous avons la démocratie? On n'a pas besoin de dire non, on n'a pas besoin de dire oui. Analysons les piliers de la démocratie, les fondamentaux de la démocratie. Quels sont les piliers de la démocratie? On dit que la démocratie est reposée sur la séparation des pouvoirs, premier pilier. On dit que la démocratie est reposée sur l'état de droit. Est-ce qu'au Sénégal, il y a la séparation des pouvoirs? Est-ce qu'il y a l'état de droit? Au Sénégal, nous avons une démocratie bananière. C'est-à-dire qu'on rêve la démocratie. Parce que dans la pratique, la séparation des pouvoirs, c'est une illusion. Parce qu'on s'est rendu compte que dans la répartition des pouvoirs, l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Et on s'est rendu compte qu'au Sénégal, comme dans bon nombre de pays en Afrique, nous avons des régimes présidentialistes. Pas des régimes présidentiels, mais des régimes où les pouvoirs du président sont extrêmement exorbitants. Parce que le président de la République, il est l'exécutif. C'est son pouvoir naturel. Il est le législatif. Parce qu'il est majoritaire à l'Assemblée nationale, mais il est le judiciaire. Parce qu'il nomme au magistrat. Et il exerce fondamentalement un rapport illogique, un rapport hiérarchique en ce qui concerne les magistrats du parquet. De ce point de vue-là, est-ce qu'il y a la séparation des pouvoirs? Parce que le pouvoir exécutif est là pour phagocyter les autres pouvoirs. Et quand le pouvoir exécutif est là pour phagocyter, pour évincer les autres pouvoirs, en ce moment précis, la séparation des pouvoirs saute. Ce serait fondamentalement le totalitarisme. Le contraire de la séparation des pouvoirs, c'est le totalitarisme, c'est l'absolutisme, c'est le fait de gouverner
dans toutes les franges. C'est le fait de gouverner sans qu'il y ait fondamentalement des restrictions dans le cadre des pouvoirs. Et Montesquieu a déjà réglé la question dans son ouvrage intitulé L'esprit des lois. Montesquieu, il dit, la liberté politique ne se trouve que dans les gouvernements modérés. Il dit qu'un gouvernement doit être modéré. On a dit à Montesquieu, qu'est-ce que ça veut dire un gouvernement modéré? Il dit, la liberté politique ne se trouve que dans les gouvernements modérés. Pour qu'on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, que le pouvoir arrête de pouvoir. Et il disait quoi? On s'est rendu compte que tout homme qui a du pouvoir a tendance à en abus. Il dit que le pouvoir rend fou, mais il ajoute que le pouvoir absolu rend absolument fou. Et quand Montesquieu dit le pouvoir rend fou, cela veut dire quoi? On a tendance à constater que ceux qui sont au pouvoir, au lieu d'apporter des solutions aux préoccupations du peuple, ils sont là fondamentalement pour incarner d'autres attitudes. Parce que le pouvoir rend fou, nous dit Montesquieu. Le pouvoir rend ivre. Le pouvoir change les comportements. Le pouvoir change les mœurs. Le pouvoir est là pour nous donner d'autres comportements, d'autres attitudes. Le pouvoir est là pour nous tromper. Parce que bien avant l'incarnation du pouvoir, l'attitude qu'on avait va fondamentalement changer dès l'instant que nous sommes au cœur du pouvoir. Et Montesquieu, il dit quoi? Pour mesurer le niveau de démocratie d'un pays, on n'a pas besoin de discuter du sexe d'échange. On n'a pas besoin fondamentalement de cesser de midi à 14h. Est-ce qu'une nation, c'est une nation démocratique? Montesquieu, il dit quoi? Il faut analyser ces deux choses-là. S'il y a la séparation des pouvoirs, s'il y a le respect des états de droit, sachez qu'il y a la démocratie. Mais au Sénégal, on s'est rendu compte qu'il n'y a ni la séparation des pouvoirs, ni le respect des états de droit. Parce que nous avons une justice aux ordres. Nous avons une justice inféodée au pouvoir. La vassalisation de la justice. Et quand on assiste à la vassalisation de la justice, ça donne quoi? Ça donne fondamentalement raison à ces arrestations intempestives. Et c'est des arrestations politiques. De ce point de vue-là, est-ce qu'on peut parler de la séparation des pouvoirs si le pouvoir exécutif ne donne pas la possibilité aux autres pouvoirs d'exercer leur rôle convenablement? Si le président de la République cherche à phagocyter les autres pouvoirs, est-ce qu'on peut parler de démocratie dans ces conditions-là? Montesquieu, il dit non. La démocratie, elle repose sur la séparation des pouvoirs. Mais au-delà de la séparation des pouvoirs, la démocratie, elle repose sur le principe incontournable du respect de l'état de droit. Et de ce point de vue-là, la démocratie, elle est la meilleure forme d'État. Et quand on dit que la démocratie elle est la meilleure forme d'État, je suis très content d'entendre Jean-Jacques Rousseau en bouclant le contrat social. Jean-Jacques Rousseau, il dit, la démocratie, même si elle est une construction inachevée, il n'en demeure pas moins que la démocratie elle est la plus belle forme d'État. Et Rousseau, il dit, s'il existait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Pour démontrer fondamentalement les merveilles de la démocratie. En tant que pouvoir qui doit être incarné par le peuple. Par le peuple, pour le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. De ce point de vue-là, dans la démocratie, c'est le peuple qui a le dernier mot. Seul le peuple est détenteur de la souveraineté. Et seul le peuple est détenteur de la légitimité. C'est pourquoi la démocratie est la plus belle forme d'État. Au-delà de la démocratie, nous avons la dictature, l'oligarchie, tout ça. Mais la dictature, vous le savez déjà, c'est le pouvoir de dicter ses lois. La dictature, c'est le fait de gouverner dans la totalité, sans qu'il y ait fondamentalement la répartition des tâches, la séparation des pouvoirs. C'est lorsque le président de la République a un droit de vie et de mort sur les citoyens. C'est ça la dictature. Lorsque le président de la République a un droit de vie et de mort sur les citoyens. Et vous savez que la démocratie, la dictature, elle est fondamentalement contre la démocratie, elle est contre la République. Nous avons aussi l'oligarchie. L'oligarchie, c'est ce que disent les Sénégalais parfois. Lorsque les Sénégalais disent la dynastie Faye, Sall, Timbo, Gassama. Quand les Sénégalais disent la dynastie Faye, Sall, Timbo, Gassama, cela veut dire quoi? C'est comme si le président Macky Sall il a perdu le contrôle du pouvoir. C'est comme si nous sommes gouvernés par des membres de sa famille ou bien par sa belle famille. C'est ce qu'on appelle l'oligarchie, c'est ce qu'on appelle l'oligarchie. La fameuse dynastie Faye Sall, dont fondamentalement chantent les Sénégalais, c'est ça. Et contrairement à l'oligarchie, nous avons fondamentalement l'aristocratie. Mais il faudrait comprendre que l'aristocratie, elle fait partie des formes d'État positives. Qu'est-ce que l'aristocratie? On dit que l'aristocratie, c'est le règne des meilleurs. Et Platon a santé l'aristocratie. Platon, il disait quoi? Philosophe soit roi, roi soit philosophe. Platon, il dit, philosophe soit roi, mais roi soit philosophe. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Philosophe soit roi, roi soit philosophe. Platon, il dit que le philosophe, il doit être roi. Parce que les philosophes doivent diriger. Mais le roi, il doit philosopher. C'est
C'est pourquoi il dit philosophe soit roi, roi soit philosophe, pour dresser les lauriers de l'aristocrate, pour dresser les lauriers de l'aristocratie. Donc l'aristocratie, c'est le règne des meilleurs. Seuls les meilleurs doivent gouverner. Nous avons aussi la protocratie. Et quand je parle de la protocratie, c'est le règne de l'art, c'est le règne de l'argent. Et la protocratie a été chantée par un philosophe qu'on appelle Nicolas de Machiavel, à travers le machiavélisme. Qu'est-ce que le machiavélisme? On dit que le machiavélisme, c'est une doctrine politique qui cherche à apporter des solutions aux préoccupations de la société, mais en empruntant des moyens immoraux, aux antipodes de la morale. Le machiavélisme, c'est le fait de diriger sans la morale. Parce que Nicolas de Machiavel, à travers son ouvrage intitulé Le Prince, dans Le Prince, Machiavel, il dit quoi? C'est la fin qui justifie les moyens. Et Machiavel, il dit quoi? Le président de la République, il doit travailler pour la conservation du pouvoir. Il dit, le président de la République, même si à la fin de son mandat, il doit travailler à la conservation du pouvoir. On a dit pourquoi? Il dit quoi? Le président de la République, parfois on dit Macky Sall c'est un machiavéliste. Parce que parfois, le comportement de Macky Sall, peut-être c'est un comportement qui laisse croire que parfois il s'en fout de la morale. Il gouverne comme bon lui semble. C'est pourquoi il est traité parfois de machiavéliste. Donc le machiavélisme, c'est une doctrine politique qui cherche à privilégier l'immoralité au détriment de la moralité. Parce que l'idéologie qui sous-tend, s'il vous plaît, l'idéologie qui sous-tend fondamentalement le machiavélisme, c'est la fin justifie les moyens. Et comme que l'idéologie qui sous-tend le machiavélisme, c'est la fin justifie les moyens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le machiavélisme n'est pas fondamentalement une forme d'État qui est avantageuse pour les citoyens, Donc seule la démocratie, elle est avantageuse. Donc on a déjà parlé de différentes formes d'État, la démocratie, la dictature, la démocratie avec ses merveilles, même si on s'est rendu compte que la démocratie est une construction inachevée. Chaque président de la République va apporter fondamentalement des rectifications, mais personne ne peut vivre avec la démocratie. C'est une construction inachevée. Chacun viendra apporter sa pierre à l'édifice. Mais on ne peut pas avoir la démocratie. On a déjà parlé de la dictature, de l'absolutisme, du totalitarisme, de l'oligarchie, de l'aristocratie, de la protocratie. Il ne reste à parler de la monarchie. Il faudrait comprendre que la monarchie, c'est le pouvoir héréditaire. Le pouvoir qui se transmet de père en fils. C'est ce que les Sénégalais ont reproché à Abdoulaye Wade le 23 juin 2011. Parce que les Sénégalais, ils craignaient la dévolution monarchique du pouvoir. Parce qu'ils présageaient que le président Wade voulait fondamentalement transmettre le pouvoir à son fils. Et les Sénégalais, ils ont apposé un niet catégorie. De ce point de vue-là, il faudrait comprendre que la monarchie, c'est le pouvoir qui est héréditaire. Un pouvoir qui se transmet de père en fils. Donc voilà fondamentalement les différentes préoccupations qu'on avait à vous dire en ce qui concerne l'État. Si l'homme est défini à travers l'État, l'homme peut-il être défini à travers la conscience? Et on va prendre une petite pause. Conscience inconsciente. L'homme est défini à travers notre culture. L'homme est défini à travers l'individu et la société. L'homme est défini à travers la liberté. L'homme est défini à travers l'État. Mais l'homme est défini à travers conscience inconsciente. Pourquoi on dit conscience inconsciente? Pourquoi on n'a pas dit conscience inconscience? Je dis, pourquoi on n'a pas dit conscience inconscience, mais on a dit conscience inconsciente? Parce qu'on est en train de démontrer à travers les titres que l'existence de l'inconscient est incontournable. Et on va évoquer tout à l'heure la psychanalyse de Freud. Qu'est-ce que la conscience? Si l'homme est défini à travers la conscience. On dit que la conscience vient du latin conscienta, qui signifie accompagner de savoir. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas fondamentalement une dichotomie, une fracture, une distorsion entre la conscience et le savoir. Qu'est-ce que la conscience? André Lalande, il dit que la conscience est la claire connaissance. Il a fait une répétition pléonasmique. Parce qu'il pourrait simplement dire la conscience c'est la connaissance. Il dit la conscience est la claire connaissance et distincte que l'homme en tant que sujet pensant a de lui-même, de ses propres actes et du monde extérieur. Il dit que la conscience est la claire connaissance et distincte que l'homme en tant que sujet pensant a de lui-même, de ses propres actes et du monde extérieur. Cela voudrait dire quoi? Est-ce que fondamentalement l'homme peut se vanter d'avoir la conscience? L'homme peut se vanter d'avoir la conscience. Descartes il dit que l'homme est conscience. Et même la conscience, non seulement elle existe chez nous, mais la conscience elle est souveraine. On a dit à Descartes, pourquoi dites-vous que l'homme est conscience et que cette conscience-là elle est souveraine, elle est indépendante par rapport au monde extérieur? Descartes il dit quoi? Rappelez-vous le discours de la méthode. J'avais déjà défini l'homme à travers l'arrêt
Que disait Descartes? La raison, elle est universelle, mais elle nécessite d'être bien conduite pour être plus performante. Dans l'entendement de Descartes, il a déjà démontré que l'homme est raison, donc il vient aussi nous dire que l'homme est conscience. Et Descartes il dit, cette conscience-là, elle est souveraine, elle est indépendante du monde extérieur. Mais rappelez-vous le Cogito. Qu'est-ce que le Cogito? Je pense, donc je suis. Le je c'est quoi? Le je c'est l'intériorité. Est-ce que le je engendre, ça englobe le monde extérieur? Non. Le je explique la pure intériorité. La pure intériorité. Et Descartes il dit quoi? Dès l'instant que j'ai déjà théorisé le Cogito ergo sum, en disant que je pense donc je suis. Donc ma conscience, elle dépend exclusivement de moi-même. Elle n'est pas dépendante du monde extérieur. Donc ma conscience, elle est souveraine. Descartes il dit que la conscience, elle est souveraine. La conscience, elle est indépendante du monde extérieur. Pourquoi dites-vous que la conscience, elle est souveraine et que la conscience, elle est chez l'homme? Nous avons la conception d'un autre philosophe qu'on appelle Blaise Pascal. Blaise Pascal, il dit, l'homme est conscience. L'homme peut être défini exclusivement à travers sa conscience. On a dit à Pascal, pourquoi l'homme peut être défini seulement à travers sa conscience? Pascal, il dit, l'homme est si petit par rapport à l'immensité de l'univers. Il faut bien écouter. Il dit, l'homme est conscient parce que l'homme est si petit par rapport à l'immensité de l'univers. Mais attention, il est plus grand que tout autre être vivant. Et Dieu a dit ça dans le Saint-Coran. لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Ça veut dire, Pascal il dit, l'homme est si petit par rapport à l'immensité de l'univers, mais il est plus grand que tout autre être vivant. On a dit à Pascal, mais pourquoi? Il dit, parce qu'il s'est rendu compte de sa propre finitude et se reconnaît misérable. Il dit, l'homme est si petit par rapport à l'immensité de l'univers, mais il est plus grand que tout autre être vivant. Il se rend compte de sa propre finitude et se reconnaît misérable. Il sait qu'il est un être mortel et il finira dans le temps. Il dit, il se rend compte de sa propre finitude et se reconnaît misérable. Il sait qu'il est un être mortel et il finira dans le temps. Donc même si l'homme est vulnérable par rapport à l'existence, mais il n'en demeure pas moins que l'homme est un être qui est capable fondamentalement de faire jouer sa raison. Et Pascal il dit quoi? L'homme est un réseau pensant. Et quand Pascal dit que l'homme est un réseau pensant, il est en train de démontrer fondamentalement que l'homme peut fondamentalement incarner la conscience et le souverain. Mais attention, quand Descartes et Blaise Pascal nous disent que la conscience est souveraine, l'homme peut fondamentalement se vanter d'avoir la conscience. Ils seront fondamentalement remis en question par un philosophe qu'on appelle Edmond Husserl, le père de la phénoménologie. L'homme est-il conscient? Est-ce que la conscience elle est souveraine? Edmond Husserl il dit non, la conscience elle n'est pas souveraine. Parce que dire que la conscience elle est souveraine, c'est comme si la conscience elle est indépendante du monde extérieur. Tandis que dans la philosophie de Husserl, la conscience, toute conscience, est consciente de quelque chose d'autre qu'elle-même. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il dit à Descartes, vous dites que la conscience elle est solipsisme. La conscience elle est indépendante du monde extérieur. Moi, Edmond Husserl, je vous dis c'est faux. La conscience elle est intersubjective. Elle est intersubjectivité. La conscience elle est dépendante du monde extérieur. Parce que toute conscience, nous dit Husserl, est consciente de quelque chose d'autre qu'elle-même. Donc la conscience, elle doit fondamentalement incarner le monde extérieur. Donc la conscience, elle n'est pas souveraine. L'homme n'est pas conscient. Il y a un autre philosophe qu'on appelle Karl Marx qui dit que l'homme n'est pas conscient. On a dit à Karl Marx, pourquoi dire que l'homme n'est pas conscient? Karl Marx, il dit quoi? Ce n'est pas la conscience qui détermine le milieu. C'est le milieu qui détermine la conscience. De ce point de vue-là, la conscience, elle a besoin du monde extérieur. Donc ce que dit Descartes, c'est du pipeau. Ce que dit Descartes, c'est un vrai bavardage. Parce que la conscience, elle n'est pas souveraine. La conscience, elle est dépendante du monde extérieur. Parce que l'homme est le produit du milieu social. Et ce n'est pas la conscience qui détermine le milieu, mais c'est le milieu qui détermine la conscience. Mais nous avons fondamentalement la très belle analyse de Freud. Est-ce que l'homme est un être conscient? Freud, il dit quoi? L'homme est une marionnette consciente qui a l'illusion de la raison. Freud, il dit, je vais vous apprendre de manière définitive que l'homme a tendance à se gargariser d'avoir la conscience, alors qu'en réalité, l'homme est une marionnette, il est gouverné fondamentalement par ce qu'il appelle l'inconscient. On a dit à Freud, mais Freud, toi, tu es osé. L'homme, il est créé. Pascal, il nous dit que l'homme est si petit par rapport à l'immensité de l'univers, mais il est plus grand que tout autre être vivant.
Il sait qu'il est un être mortel, il finira dans le temps. Il se rend compte de sa propre finitude et se reconnaît misérable. Vous dites que l'homme est plus inconscient que conscient. Faudrait il dit, si je dis que l'homme est plus inconscient que conscient, c'est parce que j'ai déjà fait une théorie qu'on appelle la théorie freudienne sur l'inconscient. Et à travers la théorie freudienne sur l'inconscient, Freud a éclaté le cynisme humain. J'ai dit, à travers la théorie freudienne sur l'inconscient, Freud a éclaté le cynisme humain en 3 instances. Le ça, le moi, le surmoi. Freud il dit, le cynisme humain, l'homme en tant qu'homme, est caractérisé par ces 3 instances. Il y a d'abord le ça, le moi et le surmoi. Qu'est-ce que le ça? Freud il dit que le ça, c'est le siège des instincts. C'est le siège des désirs. C'est là où est logée la libido. Qu'est-ce que la libido? Le fait de ressentir des plaisirs sexuels. Qu'est-ce que le moi? Freud il dit que le moi, c'est la raison. C'est la partie intelligente. Le moi, c'est la capacité de discernement. Qu'est-ce que le surmoi? Freud il dit que le surmoi, c'est la morale. Le surmoi, c'est la représentation de la société chez l'homme. Pourquoi maintenant dites-vous qu'à travers le cynisme humain, à travers la psychanalyse, que l'homme est plus inconscient que conscient? Freud il dit quoi? Le moi qui est là en tant que gardien, le moi qui est là en tant que raison, le moi qui est là en tant que conscience n'est pas toujours maître dans sa propre maison. Pourquoi le moi n'est pas toujours maître dans sa propre maison? Parce que même si le moi est là pour garder, parfois il est fondamentalement trompé par les désirs du ça. Si la personne éprouve, par exemple, si par exemple vous avez envie de faire un rapport sexuel, je dis, si vous avez envie de faire un rapport sexuel, cela vous dire quoi? C'est en philosophie, il n'y a rien de tabou. Moi je dis ce que je pense. On va briser les tabous pour faciliter la compréhension. Si vous avez envie de faire un rapport sexuel, entre les 3 instances, quelle est l'instance qui vous pousse à agir? C'est le ça. Et Freud il dit, même si le moi est là pour contrôler, le surmoi est là pour moraliser. Parce que le surmoi est là, comme là, pour tracer la frontière entre le permis et l'interdit. Freud il dit quoi? Le ça, il est là pour influencer négativement. La personne, elle est dans la logique de faire un rapport sexuel. Il dit, si par exemple, la personne s'est rendue compte que pendant toute la journée, il a ressenti le besoin de satisfaire sa libido. Mais il n'a pas la capacité de le satisfaire parce que le moi est là pour contrôler. Le surmoi est là pour contrôler. Avant, par exemple, de faire un rapport sexuel, le moi est là. Le moi, il dit, mais il ne faut pas faire un rapport sexuel parce que ce n'est pas bon, parce que la raison est là pour contrôler. Il ne faut pas faire des rapports sexuels parce que les conséquences peuvent être terribles. Le surmoi nous parle. Maintenant, le ça, il va dire quoi? Comme que moi, je n'ai pas la capacité de me manifester le jour. Parce que le moi est là veillant, le surmoi est là pour me contrôler. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre la nuit. Parce que la nuit, on dit quoi? Si la personne dort, elle va perdre le contrôle de lui-même. Il va perdre le contrôle du monde externe. Ça veut dire quoi? Le moi est enterré, le surmoi est enterré, et le ça maintenant va se manifester sous forme de rêve. Il dit que le ça va se manifester sous forme de rêve. Il dit quoi? Le rêve est la voie royale qui mène vers l'inconscient. Qu'est-ce que le rêve? Freud il dit que le rêve c'est l'expression censurée des désirs refoulés. Et quand Freud dit le rêve est l'expression censurée des désirs refoulés, cela veut dire quoi? L'ensemble des désirs qui ont été déjà refoulés le jour vont apparaître là sous forme de rêve. Et la personne là elle rêve en train de faire un rapport sexuel. Parce que là c'est le moi qui est enterré, le surmoi est enterré, le ça est en train de se manifester. Parce que si dès l'instant que la personne est éveillée, le ça n'aura plus la capacité de se manifester. Et le ça, il va tromper le moi, il va tromper le surmoi dans la nuit pour fondamentalement apparaître sous forme de rêve. Et Freud il dit quoi? À travers cette théorie-là, j'ai déjà admis l'idée selon laquelle l'homme est plus inconscient que moi. Parce que le moi qui est la raison n'est pas toujours mettre dans sa propre maison. Et il dit quoi? Si l'homme est caractérisé si par exemple, le cynisme humain est considéré à 100%. Il dit, si le cynisme humain est considéré à 100%, il dit les 99% sont relatifs à l'inconscient. Les 1% sont relatifs à la conscience. Freud il dit, la conscience, c'est la partie visible de l'iceberg. Cela voudrait dire quoi? La partie submergée est relative à l'inconscient. Quand Freud dit que la conscience est la partie visible de l'iceberg, ça veut dire que l'inconscient c'est la partie submergée
mais la partie submergée, elle est la partie la plus déterminante, elle est la partie la plus déterminante. Et Freud, il dit quoi? Si l'homme était un navire, Freud n'est pas, l'homme était un navire, un bateau. Mais un navire qui a des capitaines. Freud, il dit, il y a un capitaine visible que l'on voit conduire le bateau. Il dit que ça, c'est la conscience. Il dit que ça, c'est pas le vrai capitaine. Le vrai capitaine, c'est un maître invisible, enfoui quelque part dans le bateau. Et ce vrai capitaine-là, c'est ce qu'il appelle l'inconscient. C'est ce que lui, Althusser, appelle le continent inconscient. Et de ce point de vue-là, l'homme est plus inconscient que quand, parce que le moi n'est pas toujours maintenant sa propre maison. Et il y a fondamentalement la belle conception de Paul Valéry. La conscience règne, mais ne gouverne pas. Et quand Paul Valéry dit la conscience règne, mais ne gouverne pas, cela voudrait dire quoi? Ce qui règne, c'est fondamentalement l'inconscient. L'homme est dominé par son inconscient. Et il faudrait comprendre qu'au-delà du rêve, il y a d'autres manifestations de l'inconscient. Nous avons fondamentalement les actes manqués, nous avons les névroses. Mais le rêve, c'est la première manifestation de l'inconscient. Mais au-delà du rêve, nous avons fondamentalement d'autres manifestations de l'inconscient. Nous avons les actes manqués. Et parmi les actes manqués, nous avons le lapsus. Le lapsus fait partie des manifestations de l'inconscient. Nous avons fondamentalement l'ineffable. Quelle est la différence entre le lapsus et l'ineffable? Le lapsus, c'est une erreur simple du langage. L'ineffable, c'est lorsque le langage trahit la pensée. Donc les actes manqués font partie des manifestations de l'inconscient. Et en dernier lieu, il y a ce qu'on appelle les névroses. Et les névroses, c'est quoi? C'est lorsque la personne a perdu ses facultés intelligentes. Il sera dans une situation de démence. Je ne dis pas folie, parce que moi je suis un juriste. Nous les juristes, nous sommes civilisés. On ne dit pas folie, on dit démence. Et si la personne est atteinte par la démence, ça veut dire quoi? Il a subi une altération de ses facultés mentales. Et de ce point de vue-là, les névroses font partie fondamentalement des manifestations de l'inconscient. Et ce que vous avez constaté, c'est quoi? Lorsqu'on a posé la question originelle, qui est l'homme? On a dit que l'homme est une synthèse de notre et de culture. L'homme est le seul être capable d'incarner le langage, le seul être capable d'incarner le travail. L'homme est le seul être capable d'incarner la vie en société. L'homme est liberté. On dit que l'homme a la capacité d'incarner une vie dans un état, mais il faudrait comprendre dans un dernier lieu que sur la question à savoir, est-ce que l'homme est fondamentalement gouverné par sa conscience, ou bien est-ce que l'homme est gouverné par son inconscient? Il faudrait juste comprendre qu'après la théorie de Freud, la théorie freudienne sur l'inconscient, l'homme n'est pas gouverné par sa conscience, mais l'homme est gouverné fondamentalement par cet inconscient. Et c'est cet inconscient-là qui m'a rendu fondamentalement fatigué et qui me donne l'opportunité d'établir la pause pour qu'on puisse revenir. À bientôt. Allô. On va remercier Pape Fall. Car comme on le dit en Wolof, merci est un mot tellement vaste, mais celui qui ne fait rien ne l'entend jamais. Et si c'était en Angleterre, on allait le nommer peut-être un Messie ou bien Monsir, mais il est un grand homme. Le fait de donner non sa connaissance, le fait de donner son énergie, parce que ce n'est pas évident. Tout le monde sait qu'on est dans un mois béni appelé Ramadan. Nous avons jeûné. Il a commencé à parler depuis 11h jusqu'à 14h, ce n'est pas évident. Donc il l'a fait avec amour, il l'a fait avec bonheur. Donc je lui dis du fond du cœur, ce n'est pas évident. Tout le monde sait qu'on est dans un mois béni appelé Ramadan. Nous avons jeûné. Il a commencé à parler depuis 11h jusqu'à 14h, ce n'est pas évident. Donc il l'a fait avec amour, il l'a fait avec bonheur. Donc je lui dis du fond du cœur, qu'Allah t'accompagne. Maintenant, au nom de tous les élèves, oh, c'est beau ça. Oh, ça c'est émouvant. Il n'y a que le travail qui paye. C'est une fierté de la commune de Thiaroye-sur-Mer. Je parle. Un cadeau de ses élèves. C'est un cadeau de ses élèves. Qui y recorde là. Merci, merci, merci. J'espère que vous avez toujours la force.
Parce qu'on va recommencer après la pause avec le domaine 3, c'est-à-dire l'art. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Patrick Vincent Basse. Patrick Vincent, vous êtes ici aujourd'hui au foyer des jeunes pour assister à une synthèse philosophique. Comment cela s'est déroulé? Ouais, ça s'est bien déroulé, quoi. On a bien suivi, quoi. On avait un jeune aussi talentueux qui se nomme Paval. Il nous a bien décortiqué tous les chapitres de la philosophie. Actuellement, on est très content, quoi. On espère aborder les épreuves de philosophie avec une rigueur et avec aussi une justesse. On est confiant, on est conscient de ces enseignements, quoi. J'ai bien saisi les explications, oui, les explications qui m'ont rassuré, quoi. Notamment sur la philosophie et la science, aussi la philosophie et l'épistémologie, et notamment aussi sur le domaine de l'art et la société et la liberté. Oui, bien entendu, mais est-ce que vous êtes prêt pour affronter l'examen du mercredi, Inch'Allah? Si, je suis confiant avec déjà ce que j'ai déjà reçu sur Pafal et ce que j'ai dans les cahiers. J'espère apprendre les épreuves avec une justesse. Ok, merci Patrice et bonne chance pour les épreuves. Comment vous trouvez la synthèse philosophique de Pafal aujourd'hui? Je dirais que la synthèse philosophique de Pafal a été extraordinaire, voire parfaite. Sachant qu'une œuvre humaine n'est jamais parfaite, mais celle-ci dépasse l'imagination. Comme il a l'habitude de si bien le dire, je suis un technicien. On ne le contredirait pas parce qu'il a raison. Pafal, c'est un bon professeur, même s'il ne l'est pas, parce que n'ayant jamais fait de formation de prof. Il a juste fini ses études, un amour qu'il a envers la philosophie qui l'a conduit à former des élèves pour être dans de bonnes conditions pour affronter les épreuves de l'examen du bac. Je m'appelle Ndeye Mariam Sarr, étudiante à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar à la faculté des droits. Nous sommes là aujourd'hui pour assister à la séance de synthèse organisée par Pape Amadou Fall, Pape Fall, parce que nous sommes la première promotion qui ont participé à cette, à ces cours qu'il donne. Parce que Pape Fall est une personne franchement très gentille. Il nous dispensait des cours sans pour autant nous demander de l'argent. Franchement, on venait partout. Il y avait des élèves qui venaient de Yeumbeul, Guédiawaye, Thiaroye, Diamaguène et même de Keur Massar. Franchement, nous étions ici de 19h, voire même à 23h, parce que ça valait le coup en fait. Bon, je m'appelle Bouba Ahmadou Baye. Je suis étudiant en master en droit, en carrière judiciaire, à l'Institut supérieur de droit de Dakar. Bon, j'habite à Thiaroye-sur-Mer et il y a 5 ans, je m'efforce de partager ma méga connaissance en philosophie, en littérature, avec fondamentalement mes jeunes frères et sœurs. Donc, de ce point de vue-là, en tant que juriste, bon, j'ai une passion de la philosophie, mais aussi j'ai une passion à l'endroit de la littérature. Et de surcroît, je m'efforce de partager ma méga connaissance avec les élèves qui doivent fondamentalement affronter le bac, et notamment les épreuves des années de philosophie. Mon papa, il a été enseignant pendant 34 ans. Et j'ai l'habitude de dire qu'il m'a nourri de sa belle nourriture. Parce que si aujourd'hui, j'ai la capacité de baragouiner le français tant bien que mal, si aujourd'hui j'ai la capacité d'expliquer la philosophie, de faire des synthèses, d'expliquer la littérature, c'est grâce à mon papa qui m'a nourri, dès le bas âge, fondamentalement, il m'a nourri de l'amour des lettres, de l'amour des ouvrages. Donc j'ai consacré toute ma vie à la lecture. Et je me suis dit que j'ai pas pour ambition l'enseignement. Je ne veux pas devenir professeur. Mais vraiment, je veux partager ma maigre connaissance avec les jeunes apprenants de la localité et d'ailleurs. Et de ce point de vue-là, je me suis dit que comme mon papa il a déjà fait son temps, il faudrait maintenant que je prends le flambeau et je dois fondamentalement porter haut le flambeau. Porter haut le flambeau, c'est quoi? C'est suivre ses pas, essayer d'encadrer le maximum d'élèves que possible pour apporter ma contribution sur la localité. Oui, moi, les cours, je les donne à but presque. Je ne demande pas de l'argent. J'organise des cours gratuitement. Et pendant 5 ans, j'organise des cours gratuitement. Parce que moi, j'ai une autre idéologie. Comme que ma profession, c'est pas l'enseignement. J'ai pas pour ambition de devenir enseignant. Moi, mon ambition, c'est de devenir avocat. C'est pourquoi je m'efforce de caracoler, de persévérer dans mes études de droit.
Donc, j'ai fait les cours gratuitement, bon, parce que, bien évidemment, l'idéologie qui fonde fondamentalement, qui me fonde, c'est que la connaissance, elle n'est valeureuse que lorsqu'elle est partagée. Et quand je dis que la connaissance, elle n'est valeureuse que lorsqu'elle est partagée, cela voudrait dire quoi? Moi, je ne suis pas hautain. Je ne me vante pas de ma connaissance parce que toujours je me rends compte que moi, je n'ai pas la connaissance. Je suis à la construction. Je suis en construction. Et je suis à la recette de la connaissance. Je suis jeune et l'avenir est devant moi. Je peux dire même que les élèves qui viennent à l'école Mousseigna, 70% des élèves ne sont pas de la localité. Ils n'habitent pas à Thiaré-sur-Mer. Ils habitent au niveau de la banlieue. Diamaguène, Guinaw Rail, Pikine. Et il y a des élèves même qui quittent Maris, Guédiawaye pour venir assister au cours. Donc c'est au-delà même de Thiaré. C'est une pratique pérenne. Donc je le fais non pas pour les apprenants de la localité, mais il y a aussi la possibilité pour les autres élèves de venir fondamentalement bénéficier de ces cours-là, gratuitement. Comme je l'ai toujours fait, parce que moi j'ai toujours dit aux élèves que la tricherie, elle est à bannir. La tricherie, elle ne forge pas la personnalité. La tricherie, elle ne forge pas la dignité. Donc il faut être digne. Pendant 9 mois, on a fricoté avec les cours. Et dès l'instant que pendant 9 mois, l'élève, il a fondamentalement, il s'est efforcé d'acquérir le maximum de ce qu'il devrait fondamentalement faire le jour du bac. Je ne vois pas nécessaire de rester là le jour du bac, prendre des téléphones portables pour tricher. La tricherie, c'est à bannir. Pour être objectif et sincère, il faudrait fondamentalement privilégier le travail, l'abnégation et la détermination pour pouvoir réussir. Mais pour moi, la tricherie, ce n'est pas bon du tout. Il faudrait bannir cette pratique-là. J'ai une grande ambition. J'ai porté en bandoulière une grande ambition. Et mon ambition, ça transcende même la philosophie. Ça transcende la littérature. J'ai d'autres choses dans la tête et je travaille pour fondamentalement arriver à cette ambition-là. Je travaille pour réussir cette ambition-là. Donc moi, je n'attends rien de bonne volonté. Pour moi, je le fais avec la plus grande désinvolture, avec la plus grande liberté, mais aussi je le fais avec la passion. Je ne m'attends pas à une rémunération en contrepartie. Ouais, bon, mon dernier mot, c'est que je suis animé par un sentiment de satisfaction. Parce que je me suis rendu compte qu'à travers fondamentalement l'attitude et le comportement des élèves, leur comportement en disent autant de la réussite, je pourrais dire, de la synthèse. Parce que je me suis rendu compte que il fallait bien avant les années de philosophie, aménager aux élèves un cadre opportun pour qu'ils puissent fondamentalement revisiter les parties les plus saillantes du domaine de la philosophie. Ça veut dire du domaine 1 au domaine 4. Maintenant, comme que vous nous avez donné l'opportunité d'organiser la synthèse convenablement pour le compte des élèves, donc nous aussi nous vous remercions de votre présence, nous vous remercions de la couverture de cet événement grandiose. Et fondamentalement, je suis animé par un sentiment de satisfaction intérieure parce que je vois que présentement, la synthèse a fondamentalement réussi.